Bonsoir, bienvenue à Méchante soirée en terre acadienne. On est choyé ce soir de faire partie du tour du monde de la francophonie diffusée sur TV5 Monde. Et ce soir, on va en profiter pour vous présenter des Acadiens et des Acadiennes qui se démarquent non seulement chez nous, mais partout dans la francophonie. C'est parti! Cette semaine, la cinéaste Renée Blanchard, de la distillerie Fils du Roi, Sébastien Roy, et en musique, Raphaël Butler. Bonsoir. Oui. Bienvenue, comme à l'habitude, ici au Tide Bar, rue Main à Moncton. Je suis Samuel Chiasson, il est Régent Claveau. Bonsoir, Reg. Bonsoir, Sam. Bonsoir, méchant public. Oui, vous connaissez notre musicien exceptionnel, Chris Béliveau. Hello, hello, ça va? Comment ça va, Chris? Ça va bien, vous autres? La vie est belle? La vie est très belle. Ce soir, on fait partie du Tour du monde de la francophonie. C'est une émission très spéciale. Ça veut dire qu'on va être diffusé sur TV5 Monde. Guten Tag, mi amigos. Guten Tag. C'est le Tour du monde de la francophonie. Tout le monde va nous comprendre. Tout le monde va nous comprendre. Même moi, elle me comprend, crois-tu? Ben oui, mais Chris, surtout toi, de nous trois, t'es celui qui est allé en France le plus souvent. Ouais. D'ailleurs, tes endroits préférés en France, ça serait quoi? Oh, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup Albi, le festival Pause Guitare, j'ai beaucoup de la fun. Puis Toulouse, qui est pas loin, était excellent aussi. Ouais, c'est des bons choix, c'est des bons choix. On va en profiter ce soir parce que c'est... Dans la francophonie mondiale, c'est peut-être encore méconnu, l'Acadie. Quand on va dans des pays francophones, en France, par exemple, on entend des choses souvent. Et il y a des Français ce soir dans la salle, donc je vais vous donner des petites règles à suivre. Par exemple, on est Canadien-Français, on est Acadien, on n'est pas Québécois. Ben moi, j'étais à moitié québécois quand même. Ah ouais, c'est vrai, fait que ça compte pas. Ça compte pas. Attends, j'en trouve une autre. Ça sera pas long. Ah oui! Quand on vous rend visite en France et qu'on va dans les restaurants, dans les endroits publics et tout ça, vous êtes pas... C'est pas nécessaire que vous nous parliez en anglais. Puis j'en ai une autre. Au Canada, c'est pas vrai que tout le monde habite dans une cabane en bois rond. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est de valeur, Sam, parce que j'aimerais ça, moi, avoir un chalet en bois rond. Tu sais, c'est beau. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça, un chalet en bois rond. Ce qu'on devrait dire ce soir, c'est qu'au lieu de souligner nos différences, on devrait les célébrer. Et ce soir, c'est une espèce de portrait de la francophonie canadienne beaucoup plus large qu'on va vous présenter. Oui, d'ailleurs, je suis allé faire un petit tour, Sam, en Alberta, à la recherche et à la rencontre des Acadiens et des Acadiennes dans le bout d'Edmonton et Plamondon et voir ce qui arrive lorsqu'on sort l'Acadien de son état naturel. Oui. Faut le dire, il y a beaucoup d'Acadiens des provinces atlantiques qui se déplacent, qui vont se rendre en Alberta, entre autres, pour travailler. Ça crée un climat social très particulier, ce qui a intéressé la cinéaste Renée Blanchard. On va en parler avec elle, mais tout de suite, sa bio. Renée Blanchard, née à Caraquette, est devenue, en 1989, la plus jeune membre du jury des longs-métrages du Festival de Cannes. Réalisatrice très respectée, elle signe entre autres Le Souvenir nécessaire en 2006, la télésérie Belle B en 2007 et Les Héritiers du Club en 2014. Elle termine actuellement le documentaire Nos hommes dans l'Ouest qui parle de l'impact de Fort McMurray sur les familles de chez nous. Renée Blanchard, très content. Moi aussi. Très content que vous soyez là, ma chère. On peut l'annoncer en primeur. Nos hommes dans l'Ouest sera le film d'ouverture du FICFOL, Festival international du cinéma francophone en Acadie. Bravo! Oui. Ça fait un velours, on est... Oui, ça fait un velours. Oui. Ça fait un velours, puis je pense bien humblement que c'est une belle façon de commencer un festival. Ouais. Parce que je pense que c'est un film qui va frapper. Frapper fort. À Fort, tous les je ne niveaux. sais pas, mais je crois que les gens vont être assez interpellés. Enfin, j'espère. Nos hommes dans l'Ouest, il y a pourtant des hommes, des femmes qui vivent cette réalité-là, Oui. mais il y a une raison pourquoi ça s'appelle Nos hommes dans Oui, l'Ouest. en fait, oui, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que quand on a lancé la recherche au départ, on a appelé ça Nos hommes à Fort McMurray, c'est devenu Nos hommes dans l'Ouest. Et tout de suite, il y a eu des coups des franches et il y a des gens qui travaillent dans l'Ouest, notamment des femmes qui nous disaient Hey, 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 Il y a hey. nous autres aussi. Oui, Ouais. mais le parti pris du film, parce qu'il faut en avoir un, c'est
vraiment de parler de l'absence des hommes. Moi, c'était ce qui m'intéressait, peut-être parce que au niveau personnel, c'est quelque chose qui me rejoignait. Donc, c'est vraiment cette lumière-là qu'on fait sur cette réalité-là dans le film. Mais parlant de lumière, quand est-ce qu'elle s'est allumée, cette lumière-là, pour toi de faire ce film-là? Quand est-ce que c'est devenu nécessaire pour toi de le faire? Bien, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je prends pas de notes par rapport à des idées de films. Il faut que, tout d'un coup, ça devienne comme une obsession. Puis là, tout d'un coup, tout me ramène à ça. C'est comme quand tu penses que tu es enceinte, puis tout d'un coup, tu vois avec des femmes enceintes. Tu sais, dire, tu dis, aïe, ça y est, tu sais, c'est comme... Là, ça devient une obsession. Mais en fait, un film, ça commence à t'habiter et en fait, tout te ramène à ça. Et mes premiers symptômes pour nos hommes à Fort McMurray, obsessionnels, c'est quand je faisais justement la télésérie Belle B et que je pensais 4 mois par année à l'extérieur de ma région et que j'étais, en fait, loin de ma fille, de mon amoureux, de la maison, tout ça. Et j'avais l'impression de n'être à nulle part après un bout et que j'arrivais chez nous pour des périodes très restreintes. Et tout ce que je faisais, c'est on payait les billes, on s'occupait de l'enfant, on voyait son chum, on était un peu dans la communauté, on s'en allait. Et j'avais l'impression que j'étais plus nulle part. Et dans les vols que je faisais, il y avait souvent des hommes et des femmes, mais surtout des hommes qui revenaient de là. Et c'est là que ça a commencé à devenir quelque chose de personnel parce que je me suis dit, hey, moi, là, je suis nulle part. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on a décidé d'arrêter Belle B, c'est que je trouvais que j'étais devenue une espèce de figurante dans mon milieu de vie, alors que si moi, j'ai choisi d'habiter une ville de moins de 5000 habitants qui est Caraquette, c'est pour faire quelque chose là, tu comprends? Donc là, il y avait comme un encens. Très rare qu'une réalisatrice devienne figurante elle-même. Très, très rare. Mais ça arrive! Mais ça arrive. Hitchcock le faisait d'ailleurs souvent. Oui, alors... mais quel genre de climat social ça fait, ça, pour la péninsule acadienne? C'est pas toujours rose. On doit se poser plein de questions quand on le vit. Bien, c'est-à-dire que, en fait, ce que je pense que peut-être le film va arriver de faire, bien humblement, c'est justement qu'on rentre de plein pied dans la vie des gens. Ouais. Et comme eux, on n'a pas de recul. On est vraiment dans un quotidien qui est intense, qui est chargé, qui est fait de départ, d'arrivée, d'écueil, de joie. Et on a choisi volontairement de commencer le film le 15 août et de le finir à Noël parce que pour ces familles-là, comme pour bien des familles en Acadie qui sont un peu partout sur la planète, bien, ce sont des dates fortes, des célébrations fortes. Oui, des moments charnières. Voilà. Donc, je te dirais qu'en fait, moi, ça a un peu changé ma perception parce que quand on est, entre guillemets, dans la vie ou dans le mess avec le monde, on n'a pas le recul. Et moi, je ne l'ai pas eu non plus, donc je suis plongée avec eux. Et il y a... Tout n'est pas noir. Au contraire, tout est... Il y a du beau là-dedans? Oui, parce que les retrouvailles sont belles, parce que les moments de vie ensemble sont intenses. Mais à côté de ça, il y a effectivement des déchirures fortes, des enjeux très, très sérieux. Et des enfants qui grandissent parce que le film, en fait, dans le film, les 3 familles que j'ai choisies, moi, je fais un casting de documentaire comme je fais un casting de fiction. Là. Ah oui? Il faut des... Oui. Tu cherchais tes personnages. C'est-à-dire qu'il faut que je pense, il faut que j'ai le sentiment qu'avec chaque famille ou chaque personnage principal qui va se dégager des familles, il y a des espèces d'arcs dramatiques possibles. Après, évidemment, on est dans le documentaire, ça fait que je ne vais pas écrire qu'est-ce que les gens disent, mais je vais essayer de proposer des situations, des espaces où est-ce que les gens vont se révéler par rapport à l'arc dramatique que je conçois qui est le leur. Et donc, là-dedans, il y avait pour moi une place importante pour l'enfance. Mais sont-ils insouciants, ces gens-là, qui se prêtent à ce jeu-là? Moi, c'était... Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'il faut rentrer assez profondément dans leur intimité ou dans leur vie familiale. Oui. Est-ce que ça, c'est une insouciance de faire « Ah non, suivez-nous, il n'y a pas de problème ». Comment on le qualifierait? Insouciance, c'est peut-être... Et certainement pas le bon mot. En fait, je crois qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Oui. Et il y avait chez les gens un réel désir de partager quelque chose. Et là-dessus, je leur lève mon chapeau parce que pour quelqu'un, pour une réalisatrice, par exemple, le fait d'avoir des gens qui sont vraiment prêts à se révéler puis à aller loin, ben c'est de l'or en barre, si on veut. Mais ça fait en sorte qu'on a comme une responsabilité supplémentaire parce que les gens nous ont vraiment fait confiance. Donc, je ne pense pas que les gens étaient inconscients. Là où je pense que ça a pu les bouleverser, c'est que la caméra, c'est un révélateur.
même quand on est dans un mode documentaire, le fait de poser une caméra quelque part, ça génère quelque chose. Absolument. Et donc, dans les familles, je crois que le simple fait, par exemple, de se voir ensemble ou de se retrouver seul à parler de soi-même, ça a créé effectivement des moments, des beaux moments de vie, des moments intenses. Mais c'était pas de... Là où on se sent bouleversé, c'est qu'effectivement, on pense que ça va durer 3 jours. Puis moi, ben, quand je tourne 6 mois, là. C'est-à-dire que c'est vrai, là, on était là à partir du 15 août et on était là jusqu'à Noël. Donc, mais moi, cette durée-là de tournage, pour moi, elle devient vraiment intéressante parce que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas juste ce que les gens, ou nous, l'équipe, je devrais plutôt dire, on ne prend pas juste ce que les gens nous donnent, on vit quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, on a fini par être tous très attachés et voilà. Mais revenons à l'enfance, la place importante de l'enfance dans le documentaire. Pourquoi cet angle-là s'est imposé? Pourquoi c'est à travers la lunette des plus jeunes qu'on voulait voir ça? Bien, c'est-à-dire que les plus jeunes sont pas nécessairement à l'avant-plan, mais ils sont là tout le temps. Ouais. Et de la manière dont en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des très, très jeunes enfants. On a d'ailleurs, quand on a commencé le film, il y a un de nos personnages qui est enceinte. Et bien, elle a son bébé pendant le film. Donc, ça, c'était pas prévu. Ça, c'est comme tu écris ça dans le scénario, puis là, le monde fait non, ça, c'est too much. Là, dans la vraie vie, ça arrive, puis c'est merveilleux. Et donc, tu as des jeunes qui sont 6-8 ans, et puis après, des ados, disons, en fin de parcours dans leur famille. Donc, ça donnait un portrait de qu'est-ce que c'est quand on a un enfant très, très jeune. Et d'ailleurs, le personnage principal de cette famille, Andréane, qui est absolument merveilleuse, est sourde. Complètement sourde, la maman. Donc, quand son mari s'en va, son chum, elle est toute seule, sourde, avec 2 enfants. Wow. Donc, en tout cas, tu sais, tu as des personnages comme ça. Et donc, à travers les jeunes, on est capable de voir qu'est-ce que l'absence fait, je pense, à chaque étape de la vie. Mentionnons-le, c'est très rare que Radio-Canada donne... donne. Non. Autant de place et d'importance parce que c'est un long métrage documentaire. Il y en a 2 par année, je pense, qui sont présentés à Radio-Canada. C'est génial, ça? Bien, en fait, il y en a plus que 2 qui sont présentés par année, mais il y en a très peu où Radio-Canada est un déclencheur. Voilà, donc, ça, c'est vrai. Voilà. Mais je te dirais que ça, c'est quelque chose qui, avec Maryse Chapdelaine, qui est ici, qui est ma partenaire dans sa tourne, et moi, c'était quelque chose qu'on visait parce qu'on a reparti une boîte pour nous, un peu, essayer de faire péter le plafond de verre du long-métrage en Acadie, que ce soit en fiction ou en documentaire. Et c'est vrai que pour notre première production ensemble, on arrive à le faire, donc on est contente et on pense que le film est pas mal. On a hâte de le voir en ouverture du FICFA, on le rappelle, et ça sera présenté bien sûr à Radio-Canada. Oui, en version longue, en version 52 minutes à RDI et puis au régional. Enfin, si vous le ratez, là, c'est parce que vous voulez pas le voir. Je serai à la première. Je serai à la première. J'espère. René Blanchard, toujours un plaisir de vous recevoir, ma chère. Oui. On a donné, nous, une mission à Reg, celle d'aller constater de ses propres yeux la situation d'Acadiens qui sont installés en Alberta. Mais on ne peut jamais faire les choses simplement. J'ai donc donné un défi de plus à Régent. Je viens d'arriver à Edmonton et je viens tout juste de recevoir le défi à Sam. Donc, je vous le lis. Salut, Reg. Apparemment, il y a un sports bar acadien à Edmonton. Ton défi, si tu l'acceptes, c'est de trouver aujourd'hui même ce fameux sports bar. Par contre, c'est un défi old school, donc tu ne peux pas utiliser téléphone intelligent, Internet, réseaux sociaux et autres. Acceptes-tu? Je pense, ben oui, Brent, t'acceptes, toi? T'embarques? Partant? Ben, je te laisse mon sel. C'est parti. On est à Bonnie Doon, qui est le quartier francophone d'Edmonton. On se retrouve devant la cité francophone, qui est dans le fond comme un méga complexe où se retrouvent plusieurs des bureaux des fédérations francophones de la province. Je suis certain qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui peut nous donner une petite piste pour trouver le fameux Sports Bar acadien. On check ça. Un homme connecté comme vous doit absolument connaître le Sports Bar acadien. Désolé, jamais entendu parler de ça. Hein? Va voir Renée Lévesque, Fédération des sports. Elle est acadienne, sans doute, est au courant.
Je cherche René. René, es-tu... Premièrement, t'es originaire de où? Moi, de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. OK, fait que Acadienne, Fédération du sport, tu dois savoir c'est où le fameux Sports Bar acadien. Sports Bar acadien, non. Moi, je connais pas ça. Non, non. Vraiment? Non? Non. Connais-tu quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider longtemps? Faut trouver ça, là. Peut-être Rock Leblanc. Rock Leblanc. Rock Leblanc, OK. peut-être lui pourrait t'aider. Rock Lui, c'est un Acadien. Brent, connais-tu Rock Leblanc? Oui, oui, OK. Rock Leblanc, monsieur Rock Leblanc? Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va bien, bonjour, enchanté, bonjour. Vous êtes originaire de où? Du Nouveau-Brunswick, Val-d'Amour. De Val-d'Amour. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes en Alberta? Ça fait 34 ans. Ouais. 34 ans, 16 août. On est à la recherche du Sports Bar acadien. Il faut absolument que je trouve ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de où ça pourrait se trouver, ça, ce Sports Bar-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Non? Ben, il y a un gars qui a un Dixie-Lee ici, peut-être Mario. Mario, est venu de où l'idée d'ouvrir un Dixie-Lee à Edmonton? Ça, c'est comme 2 ans passés. J'avais rencontré du monde à souper d'eau mort, puis ma femme était intéressée aussi un peu dans l'idée. Ça fait que c'est là-dedans qu'on s'est lancé. T'es originaire de la Mecque, Je suis originaire de la Mecque au Nouveau-Brunswick, ouais. Tu dois connaître ça, le Sports Bar acadien? Ouais. T'as-tu une idée à peu près, ça serait où, ça, là? Moi, j'irais comme la 99 Street, puis descendre dans le sud un peu, là. OK. Ouais, c'est dans ce coin-là. J'ai jamais été, mais je suis pas mal sûr que c'est dans ce coin-là. C'est-tu le Sports Bar acadien, c'est ici? Ouais! On l'a trouvé! On l'a trouvé, Sports Bar acadien, c'est ici! Moi, je suis pas au Nouveau-Brunswick. Ça fait 10 ans que je suis en Alberta. Puis j'ai tout le temps bossé sur les parties de garage, ce qu'on faisait pour chez nous. Fait que quand j'arrivais en Alberta, j'ai dit ça prend un garage pour faire des parties de garage. Puis ben, ça, c'est mon bar. Le Sport Bar acadien. Ah, ben bravo. Et Sam, Bravo. j'ai relevé ton défi, Sam. Ouais, mais bravo. En plus, quelle bande sympathique. Quelle bande très, très sympathique. J'aimerais remercier toute la gang du Sports Bar acadien, tous les gens qui m'ont aidé à trouver ce fameux Sports Bar. Ouais. Et maintenant, Sam, puisque j'ai relevé ton défi, tu me dois 5 €, qui est à peu près 13,75 canadiens. On va régler ça à la fin de la saison. Tu mettras ça sur ma facture. Dans quelques instants, Raphaël Butler nous fait une première chanson. Vous écoutez Méchante soirée en Acadie. Il nous fait maintenant une des chansons qui nous l'a fait connaître, Ma douce restée au Canada. Voici Raphaël Butler. Ça fait un bout que je travaille plus, je voyage le monde un peu perdu, en me demandant si je fais la bonne affaire ou si j'avance par en arrière. J'ai plus de cash depuis un bout. Je passe mes fins de soirée dans le doute, en me posant toutes sortes de questions. C'en est rendu une addiction. Pis dans tout ça, moi je pense à toi. Oh ma douce,
rester au Canada. Puis dans tout ça, moi je pense à toi. M'attends-tu toujours dans le fret du Canada? Des fois je me trouve juste un peu con d'avoir besoin de partir si loin, comme s'il fallait voyager pour être certain d'exister. Oh, même si j'aime faire le touriste, à tous les jours une nouvelle piste. J'en connais pas plus sur la vie quand je me couche tout seul dans mon petit lit. Attends-moi, je te ferai faire le tour du monde. Attends-moi, le temps que je replace les aiguilles de ma montre. Puis dans tout ça, moi je pense à toi. Au Mados, rester au Canada. Puis dans tout ça, moi je pense à toi. M'attends-tu toujours dans le fret du Canada? M'attends-tu toujours dans le fret du Canada? Raphaël Butler, tout le monde! Oui! Oui! Ma douce, restez au Canada, c'est le nom de cette chanson qu'on vient de vous présenter. Et d'ailleurs, il va nous faire une autre chanson plus tard. Les nombreux projets de la distillerie Fils du Roi de Petit-Paquetteville maintenant. Mais avant, la bio du proprio. Fondée en 2012 à Petit-Paquetteville, au Nouveau-Brunswick, la distillerie Fils du Roi se démarque partout dans le monde grâce à la qualité et à l'originalité de ses produits. Sébastien Roy en est le propriétaire et alchimiste. Dans la dernière année, les produits de Fils du Roi ont reçu 10 distinctions internationales. Ses produits vedettes sont le gin touya, l'absinthe La Courailleuse, la vodka La Grande Bagosse et ses bières artisanales. Sébastien nous promet le premier whisky néo-brunswickois au début 2018 et une absinthe rose, La Courailleuse Rosa. Sébastien Roy est avec nous. Comment ça va? Ça va, ça va. Je suis bien entouré. Je suis vraiment bien entouré, avouons-le. Il est rendu où, le whisky? Commençons par le whisky. Il est rendu où? Le whisky, il est dans ses barils pour lui ajouter de la saveur. Donc, ouais. il a mûri pendant 3 ans. Et là, je le change dans un baril neuf pour essayer de lui donner de la coloration supplémentaire puis des goûts tanins du bois. Mais t'as fait quoi avec? Parce que je dis que t'es un alchimiste. C'est jamais « Ah, on va faire de whisky, on va faire vodka. » Il y a toujours quelque chose de différent avec tes produits. Toujours. Le whisky, comment tu l'as traité, celui-là? Celui-là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est un whisky de base, qui veut dire un grain, une distillerie, qu'on appelle une distillerie, un whisky d'une distillerie unique. En anglais, un single malt. Ça, là, T'as entendu? Tout le monde fait « Ah, Ouais. Et là, qu'est-ce que je suis en train de travailler dessus? C'est augmenter la production de céréales locales pour malter. On a un plancher, là. Là, si tu viens nous visiter, on a un beau plancher qu'on va commencer à malter les céréales pour pouvoir, après ça, le transformer en alcool. Donc, éventuellement, là, il n'est pas 100% céréales d'ici, mais éventuellement, c'est mes objectifs. Ça, c'est incroyable. Un whisky d'ici fait avec des maltes puis des céréales qui ont été transformées ici. On le goûte quand?
2018? 1er janvier 2018. Là, je suis en train de travailler sur l'étiquette. Attendez de voir ça, là. La bière, c'est venu après. Ça a commencé par l'absinthe, le gin touya que tout le monde connaît. Et tout... la bière a été, je veux pas dire un mal nécessaire, mais ça a été presque une nécessité pour financer le reste. Oui, explique-moi ça un peu. La bière est vraiment là pour financer les opérations du whisky. Ouais. Tu fais un whisky, tu dois acheter ces 5000 litres de bière à 8 que tu distilles une première fois pour te donner 1000 litres à 20 pour distiller une deuxième fois pour te donner environ 200 litres à 70 Mais après, il faut t'attendre 3 ans là, avant d'avoir un revenu. En fait, on n'a jamais eu de revenu encore du whisky. Ah ouais. Ça va être en janvier 2018 qui est les premiers. Fait que c'est on appellerait ça financièrement suicidaire. Fait là, j'ai dit, je m'en vais pas là. Fait que c'est là que j'ai commencé la bière. Ça prend juste quelques semaines. Tu peux l'embouteiller, la vendre. Les taxes au Canada sont beaucoup moins grandes sur la bière que sur les spiritueux. Fait que ça génère des fonds qui me permettent d'acheter des grains et des barils qui me permettent d'entreposer pour éventuellement avoir un whisky ici au Nouveau-Brunswick. Ce qui est fantastique, mais... Jamais été fait encore. Ça n'a jamais été fait, là. Ce sera une première. C'est le premier. Retenez pas vos applaudissements, je vous en prie. Ces bières-là qu'on a devant nous, la Évangéline et la Gabrielle... Oui. On peut les mélanger. Oui, ça... Bon, ça, là, c'est Sébastien Roy qui rentre dans son élément, là. OK, faut que je vous conte cette histoire-là. Ça, il y a eu un poème d'un Américain. C'était en 1847. Il a fait un poème d'une histoire qu'il a entendue. C'était deux enfants qui ont grandi ensemble. À l'âge adulte, ils se sont mariés. Le lendemain de leur mariage, à l'époque, les Britanniques ne voulaient plus les francophones sur la terre où ils étaient. Ils ont mis les hommes d'un bateau, les femmes dans un autre, les enfants dans un autre, puis ils les ont dispersés partout sur la planète pour plus qu'ils reviennent. Mais ce couple-là, ils avaient passé leur vie ensemble, puis ils ont tout fait pour se retrouver. Ils ont marché pratiquement les États-Unis au complet. Et puis, à la fin de leur vie, Évangéline était une infirmière. Puis, elle prenait soin des gens qui étaient mourants. Puis, elle a vu un monsieur qui était sur son lit de mort. Puis, quand elle est arrivée pour l'éponger puis en prendre soin, elle a reconnu son Gabriel. Elle l'a pris dans ses bras. Ils ont eu une discussion. Il est décédé à Philadelphia, aux États-Unis. Puis, elle est décédée pas longtemps après. Ils ont été enterrés côte à côte d'une tombe qui avait pas de nom. Fait qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une des deux bières qui vieillit mieux que l'autre. Ouais. Ben là, c'est là que je m'en vais, là. Ça fait que pour le 170e cette année du poème, j'ai décidé de faire une bière qui était une brune noisette. Dans le poème, au verset 320, M. Longfellow avait écrit qu'Évangéline alluma la lampe d'airain sur la table, versa dans une tasse en étain jusqu'à ce qu'elle déborde une bière brune noisette réputée pour sa force dans le village de Grand-Pré. Et là, j'ai partagé un style qui n'est pas une recette. Un style, c'est pas une recette, c'est des paramètres avec 12 brasseurs acadiens. Puis les 12 brasseurs cet été ont fait une interprétation de ce style-là. Ben voyons. À l'île de la Madeleine, à Gaspésie, même à Lafayette, aux États-Unis, Cajun Brewery a fait la brune noisette pour le 170e. Mais là, c'était pas assez. Là. Ça prenait de quoi, non. là? Avec Sébastien, ça jamais prenait assez. de quoi, là? Ça fait que là, j'ai fait une autre bière, la Gabrielle. Puis ces deux bières-là ont été faites pour être réunies ensemble dans le même verre. Le cocktail s'appelle un Philadelphia acadien. Tu commences par la Évangéline, et là, avec une cuillère, doucement, tu remplis avec la Gabrielle. Ça fait que ça fait deux couleurs. T'as le brun et le clair sur le dessus. Un Philadelphia acadien. Les goûts que j'ai préparés de ces deux bières-là est un mariage des goûts qui se complètent et qui s'alignent ensemble. Ouais. T'es un poète éthylique. Non, c'était M. Longfellow qui a fait le poème. Oui, mais là, si t'as réussi à marier les deux, là, c'est quelque chose. Donc, vous pouvez essayer ça, l'Évangéline et la Gabrielle. Vous les mélangez ensemble comme ça. Oui. OK, mais est-ce que t'es rentable maintenant?
Je te le demande parce que je veux que tu le sois, parce que je veux longue vie à la distillerie Fils du Roi. Est-ce que ça a aidé, la bière? La bière, oui. La bière, ça finance la production de whisky. Puis là, tout de suite, on va en avoir. Ça fait que là, je peux commencer à travailler avec les fermiers, avec beaucoup plus de projets, parce que je vais avoir des revenus du whisky. Ça fait que ça, je peux réinvestir ça dans la communauté avec des projets de transformer ici. Ton gin se promène partout. Oh, et oui. Il gagne des prix partout. Est-ce que ça, tu dirais que c'est vraiment ton produit phare? C'est devenu ton produit phare? Oui, ça, je dirais, là, les gens l'ont bien aimé. Les gens, il y a vraiment un engouement pour le gin sur la planète. Oui. Mais dans notre coin de pays, là, le gin Touya, vraiment, ça va en augmentant. Ça va pas en diminuant, en disant ça. Il y a des gens qui vont dire, on voit dans des revues, des fois, produits du Québec. Mais il y a une raison pour ça. Parce qu'il y a aussi une distillerie Fils du Roi au Québec. Mon frère, Jonathan. Et c'est pas pareil. C'est effectivement un produit québécois. Oui. Mais oui. Explique-nous un peu la distinction. Même alambic, même recette, mais c'est là qu'on touche les différences. L'eau, c'est 45 d'alcool, donc 55 d'eau. Donc, si tu prends une nappe phréatique à Petit-Paquetteville ou l'eau de Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup, déjà là, tu n'as pas les mêmes minéraux, tu n'as pas le même goût. Mais la grosse différence, c'est le nez. Mon nez puis le nez à mon frère, c'est pas pareil. Là. Ça fait que lui, il a ses subtilités. Là. Je dis, tu mets trop de queue. Là, lui, il dit, tu mets trop de tête. Mais là, on fait chacun de notre bord. Mais même recette, même équipement, pareil. Il est meilleur au Nouveau-Brunswick qu'au Québec? Là, je vais être dans le trouble, surtout qu'on a la télévision. Là, mais je te dirais qu'ils sont comparables. Ils sont comparables. Ben, faut en boire un verre de chaque. C'est aussi simple que ça. Si on veut suivre toutes les péripéties de la distillerie Fils du Roi, il y a un site web. Oui. Qui est? www.distilleriefilsduroi.com qui va devenir un peu plus gros prochainement. On travaille là-dessus. Parce que ça n'arrête pas de grandir. L'opération continue son expansion phénoménale. Et tantôt, on va goûter l'absinthe Rosa. Oui, j'ai hâte de vous faire goûter ça. Une absinthe rose, et ça s'en vient à la fin de l'émission. Sébastien Roy, tout le monde. Merci. Merci. Ce qu'on voit actuellement, ce sont des images de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que notre invité, Raphaël Butler, représentait le Nouveau-Brunswick dans la catégorie musique. Alors, on voit l'entrée du Canada. Vous pouvez essayer de trouver Raphaël. C'est comme Où est Charlie, mais en plus compliqué. Et on a Raphaël avec nous. Et on est très content d'avoir Raphaël Butler. Comment ça va, mon cher ami? Ça va super bien, merci de super bien. C'est quel genre de ville, Abidjan? Écoute, c'est sûr, Abidjan, c'est une grosse ville quand même en Afrique. C'est quand même, il y a beaucoup, plusieurs millions de gens qui restent là. Ouais. Mais écoute, c'était un trip incroyable. C'est la première fois que je revois les images, en fait, compte, de la cérémonie d'ouverture qui était vraiment un des moments forts pour moi. Parce que c'est drôle, ces jeux-là, les artistes sont mêlés avec les athlètes. Est-ce que ça se vit différemment quand on est athlète? Ou quand on est artiste? Je pense que oui, c'est clair que ça se vit différemment pour les athlètes. Comme nous autres, les artistes, on peut nous spotter, se réveiller comme 9-10 heures, sortir des maisons un peu comme poké. Hey, comment ça va? Puis les athlètes, eux autres, à 5 heures du matin, ils étaient sur la piste de course, les push-ups, tout vraiment, eux autres, c'était la discipline au bout. Ça fait que c'est sûr que ça se vit différemment, mais on est tous dans le village des athlètes. C'est ça qui est super, qu'on voit vraiment. Puis, tu sais, c'est des athlètes de haut niveau. Il y en a beaucoup de ceux-là qui se rendent aux Olympiques, en fait. Ouais. Je me rappelle, surtout, à des moments, je sortais de la cafétéria, puis il y a ces Africains ici, qu'eux autres font la lutte africaine. Et j'avais de l'air d'un petit gars de 5 ans à côté de ces gars-là. Genre, c'est vraiment... C'est un costaud, là, Raphaël. Ouais, quand même, tu sais, eux autres, mais c'était, là, je veux dire, ils sont faits en marbre, je sais pas, là, c'est comme des 8-packs, puis c'est les muscles, je pourrais pas venir de même, quand même, que je traînais Ouais, mais Reg a déjà dit qu'il fallait les prendre, lui. Ah ouais. Reg peut-être, par exemple. Reg peut-être. Fait que c'était impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant de voir la... Puis la musique là-bas, là, c'est important à Abidjan. Il y a beaucoup de musique dans cette ville-là. Oui. Comment vous étiez traité en tant qu'artiste, en tant que musicien? Écoute, on était super bien traités. C'était vraiment... On était traités avec le tapis rouge dans tous les aspects du concours. Mais oui, la musique est hyper présente. Et tous les soirs, sur
dans le village d'athlètes, on avait des spectacles qui allaient là, on avait des rencontres aussi pour goûter un peu à la musique africaine. Ici, on avait en tant qu'artiste en chanson, on avait des ateliers, mettons, je me rappelle, on a eu un atelier sur le balafon. Ça, c'était un espèce de gros xylophone africain. Puis c'était un vraiment, son très particulier. Ah, son particulier, fait à la main. Le gars qui les faisait était là. C'est fly au bout, puis c'est des belles rencontres, d'avoir la chance de vivre ça. Dirais-tu que c'était inspirant? Oui, c'est sûr, c'est inspirant au bout de rencontrer des artistes. Puis surtout dans des contextes comme ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est de rencontrer d'autres artistes, de voir comment est-ce qu'eux autres fonctionnent, parce qu'on fonctionne vraiment pas tous de la même manière pour écrire des chansons, pour s'inspirer, que ce soit des textes, que ce soit de la musique. Ouais. Là, on était mêlés aussi avec des poètes, toutes sortes de gens. Ça fait que c'est hyper nourrissant de vivre une expérience comme ça. Puis ça arrive juste une fois tous les 4 ans. Ça fait que c'est ça. D'avoir le privilège de participer à ça, c'est vraiment incroyable. En as-tu profité pour faire des nouvelles chansons? Des chansons qui vont être sur le prochain disque? Écrites là-bas, non, pas nécessairement. On était quand même des grandes journées. On était là 2 semaines, mais à tous les jours, il y avait des compétitions, il y avait des répétitions, il y avait des spectacles, il y avait des choses. Nos journées étaient quand même assez remplies. Ça fait que de composer, j'ai pas... Mais t'en as quand même chanté des nouvelles. Oui, j'en ai chanté des nouvelles, par exemple. J'ai chanté 3 nouvelles chansons qui vont se retrouver sur mon album. C'était le fun, parce que c'était des chansons que j'avais pas vraiment faites en spectacle. Tu les cassais. Je les cassais, Je me disais, c'est soit je me tire dans le pied ou ça va bien aller. Puis ça a bien été, en fin de compte. Éloi Pinchot va réaliser le prochain disque. Oui, Éloi Pinchot, c'est super Pourquoi excité. Lui? Pourquoi? Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la musique, que j'ai décidé de faire ce métier-là. Puis comme 4 ans passés, quand j'ai commencé à dire « OK, je pense que je veux en faire un métier, je veux sortir un album », j'ai commencé à dire aux gens, moi, quand je vais sortir un album complet, je veux que ce soit Éloi Pinchot qui réalise. Puis je disais ça aux gens, tu vois, ouais, mais que je sorte un album, ça va être Éloi Pinchot qui va le réaliser. Puis là, quand ça a venu le temps de regarder ce qu'on voulait comme réalisateur pour le premier album, moi, c'est sûr, j'avais Éloi Pinchot en tête. Puis ça a donné que je faisais prise de son. Oui. Puis c'est lui qui était le directeur artistique musical de ce show-là. Ça fait que c'était comme, veux-tu faire réaliser mon album? Puis il a dit oui. Ça fait que c'est super excitant pour ça. C'est génial. Il est prévu pour quand, le prochain disque? Tu vois, je m'en vais au studio au mois de novembre, chez eux, au Québec. Puis ça devrait sortir ce printemps. Puis là, tantôt, tu vas nous faire une chanson qui devrait être là-dessus. Oui, une chanson qui va être sur le prochain album. Mais là, tout de suite, on va aller voir Reg. OK, oui. On va aller le voir au bar parce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire avec toi. Venez me voir, messieurs. Venez me voir au bar. Raphaël, tu es un grand voyageur, que ce soit plus jeune avec ta famille ou que ce soit maintenant dans ta vie professionnelle. On peut dire que tu en as vu du pays. Ouais, donc, on a pour toi un quiz. Connais-tu tes destinations, des villes que tu as visitées à un moment donné dans ta vie? Ce qui va se passer, tu vas regarder l'écran, il va y avoir une carte et ta magnifique figure va être pointée sur une ville et tu dois me dire quelle est cette ville que tu as déjà visitée. Je pense que tu vas être correct. Es-tu prêt à relever le défi? Allons-y avec une première ville. Où se situe cet endroit que tu as déjà visité? Hey, je situe. C'est pas. Est-ce qu'on a la réponse pour Raphaël? C'est en Allemagne. C'est pas si loin quand même. Amsterdam. Ben oui. On part plus fort. Ça commence. C'est la première. Une autre ville pour Raphaël. Autre ville que tu as visitée à un moment donné. Hey, là, j'ai comme le stress de... tu vas avoir un, là, tu sais, je me dis, je vais-tu... Ça, c'est à Venise. Oui! Est-ce que c'est Venise? C'est bien ça? Oui. OK, few. Ville incroyable, hein? Ville romantique. Ville romantique. Je sais pas quel âge que tu avais lorsque tu étais allé à Venise. J'ai été 2 fois, en fait. J'ai été à 10 ans. À 10 ans, puis je suis retourné comme 4 ans passés. OK. Raphaël, connais-tu tes destinations? Une autre ville, là, regarde. Ça, c'est... Ça, c'est Athènes, je dois dire. Athènes? Mais je pense que tu as raison. Ça se peut. Oui. Et voilà, on l'applaudit. Bravo. 2 bonnes réponses sur 3. Ça se passe bien. Mets le passage. Ça va bien. Ça se corse peut-être un peu. Allons-y avec une autre ville. Tu sais, je suis stressé pour toi, moi. Je dois dire que ça, c'est entre l'Europe et l'Asie. Ça doit être Istanbul. Istanbul, c'est sa réponse. Est-ce que c'est la bonne? Oui! T'es fort! Istanbul,
Ottawa, ça doit être incroyable comme ville. Qu'est-ce que t'as là? C'est incroyable. Moi, dans le même voyage que j'avais 10 ans. Puis, tu sais, c'est une ville, il y a du monde partout. C'est immense, mais c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est Istanbul. Ça se passe bien, hein? Ça a pris juste vraiment, tu sais, une question Casser la pour glace. casser la glace, Casser la puis on est glace. correct. Oui, Autre oui, ville, oui. on regarde ça. Ah, on n'est pas à la même place. Attends, c'est-tu à Christchurch? Non, c'est pas à Christchurch. C'est en Nouvelle-Zélande. On a atterri à... OK, c'est pas l'île du Prince-Édouard, là. C'est pas l'île du Prince-Édouard. OK, je veux juste faire... OK, J'espère je que non. c'est beau. Bon, Hein? c'était à... mais t'étais C'est pas proche. Nouvelle-Zélande? Wellington. Ben oui, mais quand même. T'étais en Nouvelle-Zélande. Moi, je suis prêt à y donner. Tu lui donnes? Ouais. Bon, moi, je te le donne. OK. Une petite dernière. Une dernière, Raphaël. Oh! Celle-là est dure. Celle-là est dure. Faut être précis, là. Faut C'est être- précis. Je dois dire que je crois que c'est à Inkerman, peut-être. Inkerman? C'est-tu proche? Sam, est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas, hein? On va... C'est Ben ouais. C'est en banlieue de Petit Paquetteville. Je pensais finir en force. Mais J'avais écoute, pas mes lunettes, c'était loin. là, c'est tu loin. nous étonnes. On peut vraiment. l'applaudir. On peut Raphaël applaudir Bottin, tout le Raphaël. monde. Tu connais Bravo, ses merci. destinations. Merci. Presque. C'est... on est impressionné, puis là, on est content parce qu'il va nous faire une chanson, une nouvelle chanson, tantôt. Entre Edmonton et Fort McMurray, en Alberta, on trouve un petit bastion francophone, Plamondon, Lac-la-Biche. Puis, Reg, toi, tu es allé rencontrer Daniel Carrier, qui est originaire d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, mais qui est établi là-bas. Oui, Daniel Carrier, ou Puce pour les intimes, qui est le directeur général de l'Association canadienne-française de l'Alberta, de la région de Plamondon, et directeur général de la radio communautaire francophone là-bas. Dans le fond, là, c'est le gars que tu veux connaître si tu visites Plamondon. C'est quoi au juste Plamondon? Bien, Plamondon, c'est un petit village, un hameau de Lac-la-Biche, Plamondon-Lac-la-Biche. C'est 115 ans de vieux. C'est un village francophone qui a été bâti par des Plamondons, des Américains, dans le fond, mais qui sont à francophones. 115 ans passés, ils sont venus s'établir ici à Plamondon. Puis c'est ça, c'est un petit village juste où on vit la culture francophone encore en Alberta. Presque à chaque 2 mois, on fait des spectacles. On a fait venir plusieurs artistes acadiens. À cause que je viens de l'Acadie, je les connais. Donc, cette année, c'était Lisa Leblanc. On change tout le temps. J'ai eu Joseph Edgar, Kevin McIntyre, j'ai eu les gars de la revue acadienne. Sam, d'ailleurs, était déjà venu à Plamondon, hein? Sam est venu à Plamondon, actually, oui. Il y avait Sam, Robert Gauvin, Luc Leblanc. On passe la journée avec toi à Plamondon. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Moi, je pense que pour connaître Plamondon, on devrait aller pêcher et ou chasser, mais c'est pas le temps de la chasse. Bon, il y a de la vague, ça. Ouais, hein? Qui tu penses va attraper le plus gros poisson? Ben, je pense que ça va être toi. C'est tout le temps Beginner's Luck, c'est un nouveau lac. Yeah. Non. Oh my God! On est sur le lac La Biche en ce moment, qui est un des endroits touristiques très populaires de la région. Oui, c'est ça. C'est un grand lac. Ils appellent ça ici le comté des Lakelands. Il y a beaucoup de lacs, mais le lac La Biche qui est le plus gros. Ça attire beaucoup de touristes qui viennent surtout pour la pêche. Dan, tu travailles pour l'ACFA. C'est quoi la réalité des Franco-Albertains en 2017? Bien, ça grossit toujours. On est rendu presque 300 000 personnes qui parlent le français en Alberta. Ça fait que c'est une communauté qui est vivante, là. Croises-tu pas mal d'Acadiens dans la région ou tu te sens seul des fois? Non, je me sens pas seul. Il y a beaucoup de... Ben justement, on n'est pas loin de Fort Mac. On est à 2 heures de Fort Mac. Ça fait que c'est vraiment la place qu'eux viennent prendre leurs vacances, dans le fond. Ça fait qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui s'en viennent dans le coin, surtout durant l'été, là. Ça fait que je me sens pas trop seul. Là, dans la prochaine heure de pêche, est-ce que tu penses encore que c'est moi qui vais attraper le plus gros brochet? Ben après que je t'ai vu caster comme 2 fois, je pense plus, mais on va voir. On va voir. Un autre salade. Oh, hein? Yeah, ça, c'en est un, c'est sûr. Ça, c'en est un, vrai. Oh, yeah. J'espère.
Ça, c'est pas des oui. Ça nous ramener là-haut. Oh, man, il repart avec Ouais, c'est ça. Wouhou, come on. Il est là. Yes, bon, hein? Wouhou. Regarde, oui. Oh, oh non, non. Il s'est sauvé de drette à la fin. Ah. Alors, on sait que tu en avais un. Fait que finalement, c'est pas bien grave si on n'a pas pogné de poisson parce qu'on va manger du bon bœuf de l'Alberta. Ah, c'est exactement. Il faut. Si tu viens ici, il faut que tu manges du bœuf. Hey, dis-moi donc, comment qu'un gars d'Edmundston se retrouve à Plamondon? Ben, écoute, c'est comme tout le monde qui vient dans l'Ouest. Tu te dis, je vais faire le voyage pendant 1 an pour visiter des choses. Puis, on est juste arrivé à Plamondon, puis on a aimé la place. Donc, on est resté. Mais en tout cas, Dan, un gros merci pour l'accueil. Hein? Ah, pas de problème, man. C'est le fun de toi, Reg. Fait qu'on se retrouve bientôt en Acadie. J'espère que ça va être très bientôt. Ah, moi aussi. Yeah. Hey, merci. Merci à toi. Hein. T'es vraiment un horrible pêcheur. Je l'avais, Sam. Je l'avais, le brochet était beau. Au moins, gros de même. T'as officiellement ton histoire de pêche. Ouais. On te fait chanter du country, on te fait pêcher. En tout cas, tes fans punk qui vont se poser des sérieuses questions. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Non. Ben, merci beaucoup et merci à Daniel Carrier pour l'accueil exceptionnel là-bas. Mais là, tout de suite, Raphaël Butler, tu as une nouvelle chanson pour nous autres. Oui, c'est ça, justement. J'ai une nouvelle composition qui va se retrouver sur mon prochain album que j'ai bien hâte d'enregistrer. Voici Reset. Salut mon chum, viens qu'on jase dans la cuisine. Parce que t'as de l'air d'un gars qui en a plein son casse. Je te connais plus, on ne voit même plus au gym. Depuis qu'elle t'a laissé, qu'elle t'a fait perdre la face. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chasser les filles sans boire une coupe de frais. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. Je pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. Je sais que juste toi qui peut te remettre en gear. Même si nous autres on est là pour t'aider à t'en sortir. Oh, mon arrière-grand-mère disait que pour réussir dans la vie, qu'il faut se kicker le derrière, je tant que le soulier l'esprit. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chasser les filles sans boire une coupe de frais. Là, à soir, il est temps qu'on fasse un reset. Je pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète. Dans 5 ans, je te jure qu'on va en rire. T'as juste un peu de temps, ça paraît toujours pire. Là, ce soir, il est temps qu'on fasse un reset. On s'en va chasser les faits. Là, ce soir, il est temps qu'on fasse un reset. Je pense même qu'il serait le temps que tu reviennes de ta planète.
Même si, ici à Moncton, on vient de passer une méchante soirée à Vancouver, où se trouve Francis et Reddy, il fait jour. Bonjour, Francis. Bonjour, Samuel. Alors, c'est tout à fait normal qu'il fasse nuit chez vous, au bord de l'Atlantique, et qu'il fasse jour ici, au bord du Pacifique, parce que il est grand, le pays. Alors, à l'émission, c'est une émission totalement gourmande qui a pour titre « On n'est pas sorti de l'auberge à Vancouver. Tout ce que je ne saurais pas, c'est où est-ce que l'eau est plus salée? Dans l'Atlantique ou ici, au Pacifique? » Merci, Francis. C'est vraiment une soirée de primeur parce que, pour la première fois, Sébastien, l'absinthe Rosa, tu la dévoiles ce soir. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette absinthe-là? En fait, 5 ans passés, lorsque j'ai débuté la distillerie, j'ai commencé par de l'absinthe. Oui. 5 ans plus tard, parce que ça fait 5 ans déjà, j'ai voulu reprendre l'absinthe, mais y ajouter un petit cachet, là... de la place. Ouais. La cerise à grappes, c'est ça, cet arbre-là, qui a fait partie de la diète des Autochtones pendant très longtemps, puis même des premiers Européens quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde. Tous les détails sur les produits de la distillerie Fils du Roi au distillerie-fils-du-roi.com. Nous, Régent, si les gens veulent nous suivre... Comme toujours, sur Facebook, sur notre page Instagram ou sur notre page officielle. Et si vous voulez nous voir en personne, nous rencontrer, venez nous voir les mardis soirs au Tide & Bar. Merci à tous nos invités. Merci au méchant public, Chris, Reg. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre méchante soirée!